Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous commençons une troisième partie de l'axe 1 qui sera en 2 vidéos. Cette troisième partie, elle portera sur l'utilisation des frontières comme moyen de séparation de 2 entités étatiques, c'est-à-dire de 2 pays. De 2 pays qui en fait étaient constitués au départ d'une seule et même nation. L'exemple que nous allons prendre ici, ce sera l'exemple de la Corée. Dans la dernière vidéo, nous avons fini avec l'exemple de la conférence de Berlin et l'utilisation des frontières comme moyen de répartir un territoire entre plusieurs États colonisateurs. Et bien là, l'utilisation de la frontière, ça sera autre chose puisque ce sera l'utilisation de la frontière pour séparer vraiment fermement 2 États. Alors ça sera donc ce grand 3 pour séparer 2 systèmes politiques, la frontière entre les 2 Corées. Je vous donne un petit peu le plan que je vais adopter pour les prochaines vidéos. D'abord une petite introduction avec l'histoire de la Corée, et puis le début vraiment de l'explication de l'utilisation de ces frontières. La frontière du point de vue historique, déjà nous allons prendre l'exemple qui marque vraiment l'aboutissement de la séparation des 2 Corées, c'est-à-dire la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Ça, ce sera tout l'objet de cette première vidéo. Et ensuite, dans la vidéo suivante, nous verrons 2 parties suivantes. Une frontière qui est fermée, militarisée et idéologique encore aujourd'hui. Et puis, une frontière qui nous montre finalement qu'elle sépare 2 mondes qui sont fermement opposés. Et on verra les enjeux politiques à différentes échelles autour de cette frontière. Et la conclusion portera sur les enjeux de cette frontière aujourd'hui. Je vous fais donc, en guise d'introduction, un petit peu un résumé de l'histoire ancienne de la Corée. La Corée, mythiquement ou mythologiquement, a été fondée en 2333 avant Jésus-Christ par Tangun, qui est le petit-fils du ciel et qu'on fête habituellement le 3 octobre. Maintenant, je vais continuer année par année. Non, je plaisante. Pour continuer, globalement, on peut dire que la Corée a toujours été à une position de carrefour entre les différentes puissances du monde. 2 puissances très importantes dans la région, la Chine, l'Empire de Chine et l'Empire japonais, et puis plus récemment également la présence des États-Unis, entre autres. En gros, c'est l'histoire d'une lutte pour résister aux voisins et exister en tant que peuple, et peuple indépendant, peuple avec sa propre culture. Le peuple coréen a sa propre culture, sa propre langue, sa propre écriture, etc. Pour ce qui concerne maintenant l'histoire plus récente, on va arriver au XXe siècle tout de suite. La Corée devient un protectorat japonais en 1905. Un protectorat, c'est donc un État officiellement indépendant, mais qui en fait est colonisé par un État extérieur. Et la Corée est officiellement annexée par le Japon en 1910. Les États-Unis ne s'opposent pas à cette annexion car ils tiennent aux bonnes relations avec le Japon au début du siècle. Je ne sais pas si vous avez déjà exploré un petit peu l'histoire du Japon, mais le Japon s'est rouvert au reste du monde à la fin du 19e siècle et au début du 20e grâce entre autres aux États-Unis. Donc les États-Unis s'accordent avec le Japon pour laisser la Corée au Japon, en échange de quoi ils peuvent, eux, les États-Unis, asseoir leur domination sur un autre pays de la région, les Philippines. La colonisation japonaise en Corée est extrêmement dure. Elle est considérée comme un territoire plein de ressources qu'il faut exploiter pour le Japon. Le sud est donc, si vous voulez, converti en grenier à riz pour l'Empire japonais. Et le nord devient une zone industrielle avec des usines et une zone de réserve pour l'armée japonaise. Il y a bien sûr des mouvements de résistance et par exemple parmi les résistants importants au début des années 1940, on a Kim Il-sung qui est une vraie figure de la Corée du Nord pour la résistance. Alors première partie vraiment de ce développement, la frontière du point de vue historique. Et nous reprenons donc l'exemple de la guerre de Corée au sein de la guerre froide. Je vous donne déjà le contexte qui précède la guerre de Corée, c'est-à-dire le contexte des années 1945 à 50. En 1945, les États-Unis sont présents, évidemment au Japon, en Corée,
Ils ont vaincu le Japon par l'utilisation de la bombe atomique, ce qui est la grande découverte de la décennie pour les enjeux militaires. Et donc les États-Unis sont présents en Corée et souhaitent que l'URSS soit présente également sur les lieux. Pourquoi, me direz-vous, rendre présent le principal concurrent idéologique, économique, etc. Eh bien tout simplement pour mieux faire pression sur la grande puissance qu'on vient d'abattre, à savoir le Japon. Le fait que les deux puissances qui ont vaincu à la fois l'Allemagne et le Japon soient présentes dans cette zone-là, ça permet de mieux faire pression sur le Japon. En ce qui concerne la Corée, elle est donc libérée du joug japonais en 1945 et on va vite créer deux entités territoriales qui en fait représentent deux camps qui s'affrontent. Le Nord avec Kim Il-sung qui est un Coréen de 33 ans qui a fait dès son arrivée au pouvoir une réforme agraire populaire qui était demandée depuis très longtemps par la population et il est vu comme un résistant valeureux et légitime puisqu'il a résisté depuis longtemps. Il est considéré selon les canons de l'époque en Corée comme un très bel homme, et il prend le pouvoir avec l'appui des soviétiques dès 1945. Quand il arrive au pouvoir, il fait une épuration des collaborateurs qui ont collaboré avec les Japonais pendant l'occupation japonaise. Donc là-dessus, il reçoit aussi le soutien de la population qui considère avoir été, si vous voulez, oppressée par l'occupation japonaise. Ça, c'est pour la partie nord de la péninsule coréenne. On arrive dans la partie sud au même moment. On a un autre dirigeant qui est à peu près l'exact opposé de Kim Il-sung. Il s'appelle Syngman Rhee. C'est un dirigeant qui a 70 ans. Il est corrompu et opportuniste. Il est soutenu par contre par les États-Unis. D'une part parce qu'il parle anglais et d'autre part parce qu'en fait, comme il est opportuniste, il va savoir servir les intérêts des États-Unis en dirigeant la Corée, mais d'une manière assez dictatoriale et en laissant régner la corruption, en étant vraiment dans le clientélisme. Par exemple, il ne va faire aucune réforme agraire ni rien contre les anciens collaborateurs des Japonais. Les deux États sont fondés officiellement en 1948. La République de Corée au sud le 15 août et la République populaire démocratique de Corée le 3 septembre. N'oubliez jamais ce que je vous dis par rapport au nom officiel d'un État. Plus il y a les noms comme démocratique ou populaire, moins généralement ils le sont. L'année suivante, là on arrive dans un contexte géopolitique mondial, plus général. Staline obtient la bombe atomique, première chose dans cette année. Et deuxième chose, Mao Tse-tung prend le pouvoir avec le Parti communiste le 1er octobre en Chine. Cela motive Kim Jong-il à provoquer une guerre en passant l'année suivante le 38e parallèle qui était la ligne de démarcation entre les deux entités, entre les deux Corées, et il passe cette ligne de démarcation le 25 juin 1950 sous prétexte de riposter à des attaques de la part du Sud envers des postes frontières du Nord. N'oubliez pas qu'on est aussi dans un contexte de guerre froide, donc ce qui est fait par un pays soutenant l'un des deux blocs va forcément avoir un impact à l'échelle mondiale. On arrive au grand B maintenant, à la guerre de Corée en elle-même, qui va donc durer 3 ans, de 1950 à 1953. Elle commence par l'invasion du Sud par le Nord, donc à partir du 25 juin, au prétexte que les militaires du Sud auraient attaqué. C'est un affrontement qui a des conséquences géopolitiques en Occident. Par exemple, 2 exemples français. Selon l'Humanité, qui est un journal communiste, l'Humanité, le 26 juin 1950, donc le lendemain du déclenchement de la guerre, va soutenir l'invasion du Sud par le Nord, sous prétexte que le Nord était obligé finalement de riposter, et je cite, à une grave provocation des fantoches de Washington. Fermez les guillemets. Vous voyez qu'on est vraiment dans l'idée que l'impérialisme américain est en train d'agresser les camarades communistes qui sont en Corée du Nord. De son côté, Jean-Paul Sartre, le philosophe bien connu et très populaire, par ailleurs compagnon de route du Parti communiste français, affirme quant à lui que c'était la Corée du Sud qui avait attaqué la Corée du Nord à l'instigation des États-Unis.
on est dans la même idée que les communistes. Et que les communistes en général, et que les communistes du Journal de l'Humanité. En 1950, la République populaire de Chine n'entre pas officiellement dans la guerre, mais elle envoie des volontaires, mettez des guillemets, puisque les volontaires n'ont pas toujours le choix. Ces volontaires vont soutenir le régime du Nord. On a beaucoup d'images de propagande où il faut soutenir les volontaires du peuple chinois qui viennent aider les camarades du nord de la Corée contre l'invasion des impérialistes américains par exemple. Les Chinois considèrent qu'il y a une confraternité dans la lutte contre les États-Unis et contre le Japon, et aussi une confraternité pour lutter pour le communisme, le communisme qui est censé se développer en Asie. L'URSS, quant à elle, qui est l'autre géant communiste dans le monde, adopte la stratégie de la chaise vide au Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous rappelle que l'URSS a un siège permanent, la Russie encore aujourd'hui, parce qu'elle ne veut pas qu'on combatte contre la Corée du Nord. Et bien finalement, comme l'URSS n'est pas présente, le Conseil de sécurité de l'ONU va adopter une résolution en octobre 1950. Les pays occidentaux obtiennent le droit d'intervenir sous couvert de l'ONU. Il y a beaucoup de jeunes américains, par exemple, qui vont y aller, eux, de manière vraiment volontaire pour combattre le communisme. Ce sont des jeunes américains qui n'ont pas pu participer à la Seconde Guerre mondiale et qui rêvent de l'héroïcité des vétérans qui ont combattu pendant les 2 premières guerres mondiales. L'URSS, par rapport à la Corée du Nord, va donner une aide matérielle, mais ne va pas envoyer d'hommes. Le général MacArthur est le général américain qui est en charge de l'armée américaine en Corée. Il doit soutenir les Coréens du Sud et il va d'abord obtenir quelques victoires. Quand l'armée du Nord va arriver vers Séoul, le général MacArthur va prendre les troupes du Nord en tenaille. Elles vont être coupées par les troupes américaines et les troupes qui sont au sud vont être donc séparées du reste de l'armée. Elles vont être prises à revers et donc elles vont être isolées du gros des forces dans le sud de la péninsule. Elles sont donc arrêtées ou vont devoir s'enfuir. C'est donc une victoire à ce moment-là du général MacArthur. À l'été 1950, les Américains refluent du Nord, ils perdent Séoul, et là on craint vraiment une perte totale de la Corée. La population du Nord, qui ne soutient pas Kim Jong-un, tente de fuir vers le Sud en masse avec peu de moyens. Il y a énormément de victimes, de réfugiés, de morts. Et à l'échelle encore une fois mondiale, une panique dans les opinions occidentales, après un semestre de guerre déjà. On craint que le conflit devienne atomique et entraîne une 3e guerre mondiale. On arrive à l'automne 1950, le général MacArthur veut ouvertement lancer 30 à 50 bombes nucléaires en Mandchourie, c'est-à-dire toute cette région qui, à l'époque, on considère que la Mandchourie sépare la péninsule coréenne de la Chine. Donc, le général MacArthur veut lancer des bombes nucléaires dans toute cette zone pour en faire un désert nucléaire. Le but, c'est d'éviter que les Chinois continuent de venir aider les Coréens du Nord. Il est renvoyé par Truman, finalement, ce brave général MacArthur. Mais s'il avait continué, s'il avait persévéré, s'il avait été soutenu et s'il avait effectivement lancé des bombes nucléaires, il aurait créé un nouveau type de frontière, une frontière nucléaire, dans le but d'empêcher le passage de la zone. Le remplaçant de MacArthur, ça va être le général Ridgway, et il va utiliser, lui, non pas des bombes nucléaires, mais des bombes conventionnelles, du napalm, sur les villes et villages pour désorganiser le territoire. Je vous le cite, c'est ce qu'il va dire plusieurs fois à ses armées. On n'a pas inventé les baïonnettes pour ouvrir les boîtes de rations alimentaires, mais pour en faire bon usage face à l'ennemi. Donc on est, comme vous le voyez, face à un homme qui est profondément pacifique. De l'été 1951 à 1953, finalement va s'installer ce qu'on pourrait appeler une guerre de tranchées, qui va être très violente. Des centaines de milliers de Coréens vont mourir pendant cette guerre. Et si on veut résumer toutes ces étapes de la guerre de Corée, on pourrait dire que Séoul est prise
par le nord, elle est ensuite reprise par le sud, elle est reprise par le nord, puis reprise par le sud. À chaque fois, à chaque reprise de Séoul, il y a une épuration d'un côté ou de l'autre. Puisque dans la population, il y a des gens qui vont soutenir le nord et le sud, et bien à chaque fois que l'adverse va reprendre la ville, évidemment, il va y avoir des épurations. Qu'est-ce que ça provoque à la fin chez la population en général? Et bien la population, elle ne comprend plus pourquoi elle se bat, parce que cette guerre, elle n'en finit pas. On a l'impression qu'aucun des deux camps ne va finir par vaincre l'autre, et la population est fatiguée. Ça nous conduit au 27 juillet 1953, avec la signature d'un armistice. L'armistice, ce n'est pas un traité de paix, hein, c'est pas la fin de la guerre, c'est juste la fin des hostilités. En résumé, concernant cette frontière, du point de vue historique, on pourrait conserver 3 années en tête. 1945, qui correspond à la démarcation provisoire entre deux entités qui ont le pouvoir sur le territoire. 1948, la fixation de cette frontière, puisque c'est la création officielle des deux États. 1953, la fermeture de la frontière, on ne passe plus. La frontière, en plus, ici est imposée en temps de guerre par des forces extérieures, à savoir les États-Unis et tout le bloc de l'Est de l'autre. Et maintenant, grand C, une frontière hautement symbolique à l'époque de la guerre froide. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ne s'affrontent jamais directement. Ils se combattent par alliés interposés. La guerre de Corée est un enjeu important. Pourquoi c'est un enjeu important? On pourrait se dire que ce n'est jamais qu'une péninsule aux yeux des Américains. Quel intérêt? En fait, quelques mois après la proclamation de la République populaire de Chine, je vous rappelle qu'elle a été proclamée le 1er octobre 1949, la guerre de Corée commence en juin 1950. Et bien quelques mois après le début de cette République populaire de Chine, c'est de l'avancée du communisme en Asie dont il est question ici. Si le Nord gagne, la vision marxiste de l'histoire, qui doit aboutir normalement au communisme dans la vision marxiste, cette vision communiste, elle se trouve confirmée. Si le Sud l'emporte, l'URSS et la nouvelle République populaire de Chine se trouvent affaiblis, puisque le sens de l'histoire, qui doit aboutir au communisme, finalement, il est contredit par la réalité des faits. L'implication de la Chine dans la guerre de Corée doit ainsi soutenir la présence du communisme en Asie et plus largement dans le monde. Alors, après cette sanglante guerre de Corée, on a une situation qui est dramatique dans la péninsule. La Corée du Sud est ravagée, le dictateur dont je vous ai déjà parlé se trouve complètement incompétent. Le pays n'a aucune ressource, il est considéré à l'époque plus pauvre que le Ghana, qui est un des pays les plus pauvres du monde, et on considère qu'il tombera dans l'escarcelle de la Corée du Nord dès que les troupes américaines partiront. Pour ce qui est du Nord, en revanche, on a l'impression qu'il a un bel avenir devant lui. Par exemple, en 1965, Che Guevara visite le pays et il considère que ce pays est un exemple pour le développement du communisme à l'échelle mondiale. Et de fait, jusqu'en 1974, la Corée du Nord est plus riche que le Sud. Elle est même appelée par des économistes le second dragon de l'Asie du Nord après le Japon, jusqu'à cette époque, jusqu'à 1974. Donc à la fin de cette guerre de Corée, la Chine n'a pas gagné en influence à l'échelle mondiale. Elle n'est pas reconnue par l'ONU, la République populaire de Chine, en plus à l'époque. Par contre, elle va asseoir sa domination dans la région. Elle continue de soutenir le régime du Nord aujourd'hui. Pourtant, elle a changé de perspective économique contrairement à la Corée du Nord. Elle le soutient, ce régime, encore aujourd'hui, par solidarité. On considère que c'est un pays frère. Et parce qu'elle peut profiter aussi de ressources minières qui se trouvent au nord de la Corée. Voici donc pour ce cours qui était ici, vous le voyez, purement historique, mais bon, on ne se refait pas, c'est ma déformation professionnelle. J'ai toujours préféré l'histoire, et je sais que vous aussi. Maintenant, les bases sont posées, on pourra faire maintenant une analyse géopolitique plus poussée dans la suite du cours quant à la frontière coréenne. D'ici là, je vous souhaite un bon début de semaine, avec du soleil et des températures avoisinant les zéros.